Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'À votre avis maître. Au sommaire ce jour, nous allons vous parler de droits des enfants. Vous savez qu'au mois de novembre, nous célébrons la journée des droits des enfants, c'est le 20 novembre chaque année. Et nous allons plus spécifiquement aborder le thème de l'administrateur ad hoc, un terme technique qui veut dire en réalité uniquement le tiers qui représente les intérêts d'un enfant mineur dans un procès où il est victime. Et ce tiers se substitue au représentant légal, soit parce que le représentant légal ne souhaite pas intervenir, soit qu'il ne peut pas, soit que ça n'est pas les intérêts de l'enfant qu'il le fasse. Et cette intervention se fait soit en matière pénale, lorsque l'enfant est victime d'infraction, soit en matière civile familiale, lorsque, par exemple, il y a un problème de filiation ou même de droit des successions, ou enfin, devant le juge des enfants en matière ce qu'on appelle d'assistance éducative, lorsque l'enfant a besoin d'être protégé parce qu'il est en danger dans son milieu naturel. Bien sûr, les juges désignent cet administrateur ad hoc au sein d'une association qui est agréée. Dans le ressort de la Cour d'appel et à Nice, nous avons cette association, ce service Acte Pélican. Et c'est la raison pour laquelle je reçois aujourd'hui Madame Poselli, qui est chef de service dans cette fondation. Et à ses côtés, je reçois également Maître Mara Ficot du barreau de Nice. Bonjour. Bonjour, qui intervient très régulièrement aux côtés d'Acte Pélican parce que l'administrateur ad hoc qui représente l'enfant sur le plan légal avec tous les attributs d'un représentant légal, c'est-à-dire qu'il porte sa parole en justice, qu'il se constitue partie civile, qu'il demande des dommages d'intérêt, bénéficie de l'assistance d'un avocat. Donc l'enfant est assisté de l'administrateur ad hoc qui lui-même est assisté de l'avocat. Merci à toutes les deux d'être présentes aujourd'hui. Je vous donne la parole tout de suite, Madame Poselli, pour que vous nous indiquiez d'abord comment fonctionne l'équipe d'Acte Pélican, comment est-ce que vous travaillez aux côtés des enfants en amont d'un procès, pendant et après, et aussi quelle a été l'évolution de cette association qui était à l'époque composée essentiellement de bénévoles et qui aujourd'hui est devenue une association professionnelle. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de la création du service Acte Pélican, qui a pris la suite d'une association composée de bénévoles qui avait été créée par une juge des enfants du tribunal pour enfants de Nice. Et cette juge des enfants s'était rapprochée de la Fondation Patronage Saint-Pierre Acte afin de solliciter un appui pour avoir des locaux, pour avoir un site pour s'associer, pour que la Fondation prenne en charge. Ensuite, une réflexion a été menée par le Conseil général des Alpes-Maritimes, que je remercie, que la Fondation remercie pour la création du service Acte Pélican. Et ce service d'administrateur ad hoc professionnel a été créé en octobre 2003. Notre équipe est composée d'un psychologue à mi-temps, 3 travailleurs sociaux, personnes éducatives, qui exercent des missions d'administrateur ad hoc, un chargé de mission juridique et financier, une secrétaire et moi-même qui suis chef de service. Donc le travail, nous sommes désignés, comme vous l'avez dit, par des magistrats dans des procédures pénales, dans des procédures civiles. Nous procédons à l'accompagnement de mineurs tout au long de la procédure. Nous avons la possibilité de demander des actes, pour agir dans l'intérêt des enfants. Cet accompagnement se fait par l'administrateur ad hoc référent en charge des intérêts de l'enfant. Nous choisissons un avocat qui a fait le droit de l'enfant et nous sommes là pour se porter partie civile et défendre l'intérêt de l'enfant et accompagner l'enfant jusqu'au moment de l'audience avec un travail en amont de chaque étape, en amont de l'audition, préparation à l'audition, préparation à la confrontation, préparation à l'audience et ensuite un travail qui est fait post-étape de la procédure, audition, confrontation et audience. Nous sommes là aussi pour évaluer le préjudice des enfants, des mineurs, avec une évaluation. Alors, dans un premier temps, ce travail est fait par l'administrateur ad hoc référent et ensuite, il y a un travail collectif qui est fait par l'équipe avec les psychologues et toute l'équipe. Tous les dossiers sont étudiés.
par le collectif qui est composé de toute l'équipe Actes Pélican. Donc la concertation règne. Et à vos côtés, donc l'avocat de l'enfant, Maître Marafico, vous êtes féru donc de droit des enfants. Vous intervenez, il faut le dire, essentiellement à l'aide juridictionnelle parce que les enfants n'ont pas les moyens de payer l'avocat. Et puis dans ces dossiers-là, ils n'ont même pas de représentants légaux. Leurs parents ne sont pas là pour les représenter puisque c'est l'administrateur ad hoc qui prend le relais. C'est tout à votre honneur parce que ces dossiers demandent une implication, une compétence technique vraiment très haute. Comment est-ce que vous travaillez aux côtés de l'administrateur ad hoc et quels sont ces dossiers de droit pénal dans lesquels vous intervenez? Alors, ce sont des dossiers d'abord où on intervient vraiment dans un cadre de concertation avec l'administrateur ad hoc en charge du dossier, avec le chef de service qui effectivement va nous donner des éléments que nous n'avons pas dans un premier temps et qui vont faire l'objet d'une première discussion avant même la rencontre de l'enfant, puisque nous on va consulter le dossier dans un premier temps et puis une discussion va s'organiser. Ensuite, sur le travail, sur notre rôle à proprement parler, d'abord c'est d'en discuter dans un premier temps, puis après de recevoir l'enfant. C'est une partie qui est effectivement délicate dans un premier temps parce qu'il faut établir un contact. Évidemment, les psychologues qui travaillent au sein du service nous aident justement dans cette démarche-là. Et nous, dans un premier temps, c'est aussi expliquer notre rôle et pourquoi on intervient, pourquoi les enfants ont besoin d'être représentés devant les instances, qu'elles soient des instances civiles ou pénales. Et après, le cadre dans lequel on intervient, c'est essentiellement des dossiers civils et pénaux. Pour le volet pénal, il s'agit de dossiers essentiellement de violences volontaires et d'agressions de nature sexuelle qui ont été commises effectivement sur des enfants mineurs qui sont représentés par l'administrateur ad hoc. Voilà, donc vous évoquiez la délicatesse en fait de ce premier rendez-vous où il faut établir la confiance avec l'enfant qui a du mal à parler. Ces faits-là sont très difficiles pour eux à être exprimés. Et j'en viens du coup à une autre question, Madame Poselli. Ces enfants qui ont du mal à parler, qui en général ont déjà parlé au stade de la police ou des expertises, comment est-ce que vous appréciez au cas par cas si leur présence est souhaitable ou non le jour de l'audience? Parce que c'est une véritable épreuve quand même pour eux que d'affronter, déjà d'aller dans un tribunal, de voir les magistrats, ce qui est quand même assez impressionnant, mais surtout leur agresseur en face et les avocats parfois de la défense qui ne sont pas toujours très tendres avec ces enfants. Alors, il y a tout un travail qui est fait avec l'enfant, hein, un travail de mise en confiance, un travail d'accueil hein, qui a été fait avec l'enfant. Et puis, selon la vulnérabilité de l'enfant, selon le contexte familial, selon l'âge de l'enfant, soit l'administrateur ad hoc prend la décision, ou bien la décision est prise en équipe. Mais il est vrai que lorsque l'enfant est très jeune, nous prenons très souvent la décision qu'il ne soit pas présent à l'audience. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une adolescente ou d'un adolescent, c'est vrai qu'il y a toute l'analyse du contexte, l'analyse de la personnalité. On s'appuie aussi sur les expertises psychologiques que l'on a dans la procédure. Nous travaillons beaucoup en partenariat avec les travailleurs sociaux du Conseil général. Donc nous regroupons tous ces éléments et avec tous ces éléments, l'administrateur ad hoc prend la décision de, même si l'enfant souhaite être présent à l'audience, de lui expliquer que pour lui, ça sera plus préjudiciable hein, qu'il soit présent, ce ne sera pas du tout constructif. Donc néanmoins, après l'audience, le mineur est reçu au sein du service pour que l'administrateur ad hoc lui fasse, le reportage hein, de l'audience, l'explication hein, en détail, en reprenant tous les éléments de l'audience. Ce temps-là aussi est repris également avec l'avocat qui a défendu ses intérêts à l'audience. Il y a un réel travail, je dirais presque, de reconstitution d'audience auprès des mineurs auxquels nous avons fortement déconseillé et que nous n'avons pas souhaité qu'ils soient présents. Voilà. Après, c'est toujours au cas par cas. Il faut savoir que une mission d'administrateur ad hoc, les dossiers sont tous différents, les faits sont tous différents, les enfants sont tous... dossiers où leur présence est même importante pour emporter la conviction soit des juges, soit du jury. Certains dossiers, il est nécessaire hein, que l'enfant soit là. Par exemple, dans les procès d'assises, l'enfant se doit d'être présent, hein, puisque ceci est demandé par le président ou la présidente.
On peut mieux se convaincre de la façon dont il parle des faits. C'est aussi la véracité de la parole lorsqu'ils se mettent à pleurer et à avoir des attitudes vraiment authentiques. Lorsqu'on les voit à l'audience, parfois c'est important. Maître Mara Ficot, est-ce que vous pouvez demander, comment vous, au cas par cas, vous demandez le huis clos ou non? Parce que dans ces dossiers, vous avez la possibilité de le faire, ce que ne peut pas faire par exemple l'avocat de la défense, pour que personne ne puisse assister à l'audience en dehors des avocats et des parties concernées. Alors là encore, c'est un travail préalable avec l'administrateur ad hoc, on en discute beaucoup. Et évidemment, dans la plupart des cas, j'allais dire 90% des cas, lorsque l'enfant est présent, on demande le huis clos parce que ça représente finalement pour lui déjà un stress évident, même si il verbalise très bien, ça peut représenter une angoisse particulière. Et effectivement, si ça se fait dans un contexte où le public est présent, ça risque d'occasionner même des répercussions qui sont bien plus graves que si il est à huis clos et qu'il se sent peut-être un peu plus apaisé avec des personnes autour de lui qu'il connaît et peut-être ce contexte-là est plus apaisant pour lui, pour des faits qui sont effectivement toujours difficiles à verbaliser devant une juridiction et expliquer, notamment quand il s'agit d'un contexte familial et que les faits se sont passés dans ces conditions. Et même lorsqu'on a réussi à lui éviter le public à l'audience, il faut savoir aussi que parfois la presse fait des dommages sur ces enfants parce qu'à vouloir trop expliciter ce qui s'est passé à l'audience avec des détails concrets, Madame Poselli, vous pouvez nous expliquer, dans votre expérience, les ravages que ça peut faire sur certains enfants? Disons que c'est vrai que la presse fait souvent des articles où les faits sont détaillés de manière très précise. Le mineur se reconnaît, même si le nom et le prénom n'y sont pas. Et c'est vrai que ça a un impact très nuisible pour cet enfant, parce que c'est dans son quartier qu'on reconnaît qu'il a subi de tels faits. C'est dans son école que on va savoir qu'il y a eu de la violence au sein de sa famille. Donc c'est vrai. Le prénom est même cité. Parfois le prénom peut être cité. Donc il est vrai que nous sommes là pour défendre l'intérêt de l'enfant, pour l'amener à le mettre en confiance et puis à l'issue du procès, le lendemain il y a un article qui est destructeur pour les enfants. Alors c'est vrai que la liberté de la presse c'est un principe important, mais que peut-être le législateur pourrait se pencher sur cette question de la protection des intérêts d'un enfant concerné dans un procès où il est victime, pour faire en sorte que certaines conditions soient posées et qu'il n'y ait pas autant de détails précis qui permettent de l'identifier dans les articles de presse suivant les audiences. Maître Mara Ficot, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'un dossier auquel vous pensez, en nous expliquant les faits qui se sont passés, en nous disant quelles étaient les poursuites, quelles ont été les condamnations, et ce que vous avez pu obtenir aux intérêts des enfants, pour que les gens voient bien le rôle de l'avocat dans ces dossiers? D'accord. Alors j'ai effectivement un dossier en tête qui image bien finalement notre rôle et dans quel contexte ça peut se passer. Alors c'est un enfant qui était âgé de 7 ans au moment de faits dont il a été victime. Ce sont des faits de viol qui ont fait l'objet d'une procédure, puisque cet enfant était sur la plage et finalement se promenait avec un autre enfant et jouait sur la plage. Et des passants se sont aperçus qu'effectivement, il était victime de faits de viol. Et ont immédiatement alerté les services de police qui se sont déplacés sur les lieux et qui ont finalement alerté les parents qui étaient un peu plus loin et qui leur ont indiqué qu'il y avait eu une difficulté, qui ont essayé de rechercher auprès d'eux s'ils avaient des détails par rapport à ces faits-là. Il s'est avéré à la suite de cette procédure, de la procédure d'enquête, que l'enfant a effectivement raconté ce qui s'était passé et qu'il a été victime donc de ces faits de viol par un autre enfant mineur qui était lourdement handicapé. Et cet enfant lourdement handicapé a été déclaré irresponsable, donc aucune poursuite n'a été engagée par le parquet pour cet enfant puisqu'il est irresponsable pénalement. Mais en revanche, au cours de l'enquête, il s'est avéré que ces faits n'étaient pas isolés et que les parents des deux enfants, puisqu'il s'agissait de deux enfants de deux lits différents, avaient eu connaissance de faits de nature délictuelle, voire criminelle. Qu'ils n'avaient pas dénoncés. Qu'ils n'avaient pas dénoncés.
C'est ce qui a permis. Eux ont été poursuivis pour ces faits-là. C'est ce qui a permis en réalité des poursuites pour non-dénonciation de crimes. Et ça fait l'objet donc d'une instance pénale de poursuite et donc d'une audience correctionnelle au cours de laquelle ces parents se sont expliqués sur ces faits et ont détaillé les circonstances dans lesquelles les faits, en tout cas auxquels ils ont assisté, se seraient produits. Et c'est dans ce contexte-là donc qu'on est intervenu. Ils ont été condamnés à quelle peine? Alors ils ont été condamnés à des peines différentes. Pour le père de l'enfant déclaré irresponsable et la mère de l'enfant qui, lui, a été victime de faits de viol. Ils ont été condamnés à une peine, pour l'un, de 2 ans d'emprisonnement ferme et pour le deuxième, une peine de 2 ans d'emprisonnement dont une partie assortie du sursis. Donc plus de clémence pour le père de l'enfant qui était irresponsable que pour la mère qui savait mais qui n'a rien dit, c'est ça? Oui, tout à fait. Et le père, j'imagine, a été plus conciliant, a reconnu sa culpabilité. Il avait effectivement un positionnement différent par rapport aux faits et il a reconnu que finalement le comportement de son fils, qui est un comportement difficile, c'est un enfant qui était lourdement handicapé, qui était pris en charge par une association la semaine et qui a eu à un moment donné des difficultés à prendre en charge son enfant pour le temps où il restait avec lui. Et il a Combien reconnu. de dommages d'intérêt vous avez obtenus dans ce dossier, par exemple? Alors, dans ce dossier, nous avons obtenu 7 000 € de dommages et intérêts. Et il s'agissait d'une condamnation solidaire, puisqu'on a reconnu que la responsabilité... Les deux condamnés doivent payer solidairement. Si l'un ne paye pas, l'autre doit payer. Madame Poselli, comment est-ce qu'on apprécie le montant des dommages et intérêts? Et est-ce qu'au cas par cas, on le demande systématiquement ou non dans certaines familles? Alors ça, c'est vraiment une question de fond, hein. C'est une question où nous sommes en continuelle réflexion. Nous ne demandons pas systématiquement des dommages et intérêts. C'est vrai que ça s'analyse au cas par cas. Il y a une étude qui est faite pour chaque situation par l'équipe, psychologue chargé de mission juridique. Alors ça s'évalue sur la gravité des faits, s'il y a une ITT. Ça s'évalue selon aussi le contexte familial. Si ce sont de l'agression sexuelle, par exemple, qui a été commise au sein d'une fratrie, eh bien là, il y a aussi un travail qui est fait, une réflexion qui est menée pour savoir si est-ce qu'on demande des dommages et intérêts à ce frère qui a commis l'agression sur sa sœur, est-ce qu'on n'en demande pas? Donc c'est vrai que c'est toute une étude, une évaluation qui est faite. C'est vrai que très souvent, dans des situations intrafamiliales, exemple des fratries, on ne demande pas des dommages et intérêts. Néanmoins, c'est toujours une étude qui est faite cas par cas. Voilà, ce sont toujours une évaluation qui est faite cas par cas. Et dans ces dossiers où vous faites des demandes financières et que vous les obtenez, vous placez l'argent parce que les enfants ne peuvent en disposer qu'à leur majorité et pas pendant leur minorité. Donc vous conservez pour eux ces fonds. Alors, et comment surtout vous les récoltez? C'est-à-dire que si par exemple la personne qui est condamnée est insolvable, comment est-ce que vous parvenez à récupérer la somme dans l'attente de la transmettre aux enfants à leur majorité? Lorsque le tribunal nous alloue des dommages et intérêts, nous faisons une requête dans toutes les situations. Nous faisons une requête auprès du juge des affaires familiales en charge des tutelles mineures afin qu'il nous autorise à recouvrir les fonds, à les placer sur un compte bloqué et rémunéré. Alors, pour certaines situations, eh bien, nous demandons également l'autorisation de gérer les fonds jusqu'à la majorité. Pour d'autres situations, si les parents ont capacité à gérer les fonds, après recouvrement des fonds et remise sur le compte bancaire, nous les remettons aux parents. Concernant le recouvrement, eh bien, s'il s'agit des agressions sexuelles, nous saisissons la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes, qui, le fonds de garantie, nous alloue les fonds. Nous avons un protocole d'accord que si ce fonds après, d'essayer de récupérer sur les personnes condamnées. C'est ce fonds qui va se retourner contre le condamné et récupérer les dommages et intérêts. Voilà. S'il s'agit des violences physiques, c'est le SARVI. Alors, les violences physiques n'ayant pas entraîné des séquelles trop lourdes, parce que sinon c'est aussi la CIVI, à ce moment-là, ça part sur le circuit SARVI. Entraîné une ITT supérieure à 30 jours.
hein, c'est un service de recouvrement qui, toujours le fonds de garantie, hein, qui va nous allouer une petite somme, un tiers de 3 000 €, à savoir, dans un premier temps, il va nous donner 1 000 €. Ensuite, le fonds de garantie va se charger de recouvrir les dommages et intérêts. Et dans des situations où nous ne pouvons pas récupérer par le biais du SERVI, eh bien, il y a soit le recouvrement amiable, soit le recouvrement forcé par huissier. D'accord. Maître Marafico, les avocats pénalistes parfois font des réflexions, des remarques sur la présence de l'administrateur ad hoc dans le procès pénal. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça fait un adversaire de plus sur le banc de la partie civile, à côté du parquet, de l'avocat? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il leur reproche à cet administrateur ad hoc qui pourtant est prévu par les textes de loi, qui pourtant est désigné par les juges? Mais dans un premier temps, je pense que d'abord le rôle de l'administrateur ad hoc est méconnu par certains. Il a du mal à être explicité et on a du mal à expliquer dans quelle situation on intervient et pourquoi les parents ne sont pas en capacité effectivement de représenter les intérêts de l'enfant. Ça c'est un premier point. Et ensuite, dans un deuxième temps, pourquoi on a parfois du mal à finalement faire notre place et expliquer qu'on intervient pour la partie civile. Je pense que c'est effectivement un problème de l'interlocuteur supplémentaire et du fait qu'on porte peut-être pas souvent en tout cas à leurs yeux, la parole de l'enfant et qu'elle peut finalement peut-être être un peu modifiée, alors que c'est absolument pas le cas, puisque finalement les enfants sont entendus et c'est uniquement leur voix que l'on porte. Et c'est d'ailleurs ce qu'on leur explique dans tous les entretiens, c'est qu'effectivement on n'a pas un rôle qui va au-delà de celui de la représentation de l'enfant et de porter sa voix finalement. Et c'est en ce sens-là que l'on intervient et souvent il m'arrive de réexpliquer cet aspect des choses et le rôle de l'administrateur ad hoc et pourquoi l'avocat intervient à ses côtés. On a beaucoup parlé de droit pénal, en matière familiale aussi. L'administrateur ad hoc intervient par exemple en matière de filiation. Vous avez un père qui reconnaît l'enfant de sa compagne alors qu'il n'est pas le sien et le jour de la désunion qui dit non, je ne veux pas payer de pension alimentaire, donc qui fait une action en contestation de paternité. Dans ces dossiers-là, la loi et la jurisprudence permettent de solliciter des dommages et intérêts contre lui, mais aussi contre la mère, qui a cautionné cette reconnaissance de complaisance, on va dire, au départ. Comment ça s'évalue, là, les dommages et intérêts? C'est pour réparer quel type de préjudice vis-à-vis de l'enfant, Madame Poselli? Eh bien, ça s'évalue, c'est vrai que c'est une question qui est aussi toujours portée à réflexion hein, au sein de l'équipe. Eh bien, ça s'évalue, ce préjudice, c'est les différentes identités qu'a l'enfant. Hein. C'est vrai que psychologiquement, c'est un gros préjudice psychologique parce qu'on reconnaît une fois l'enfant, il s'appelle tel nom, et puis ensuite, donc, c'est vrai que c'est l'enfant le vit comme un abandon. Le père qui était son père, voilà. L'enfant le vit comme un abandon, c'est des séparations répétitives. Hein, puisqu'il a été une fois, ben, il n'a pas été reconnu, et puis ensuite il est reconnu. Donc c'est vrai que psychologiquement, ça a un impact très fort pour ces enfants. Et donc nous évaluons, ben, là c'est la psychologue du service hein, qui reçoit l'enfant et qui voit quelle est la place de ce nom, hein, quelle est la place de ce père auprès de cet enfant-là. Quelle est la représentation qu'a l'enfant de ce père, quelle est cette identité, l'importance de l'identité pour cet enfant-là. Et donc, il y a une évaluation. Là, c'est notre psychologue. Et puis, on peut très bien demander aussi une expertise pour voir le préjudice subi par ces différents noms qu'a eu l'enfant. Dernière question, Madame Poselli. En ce moment, il y a un vrai fléau. Vous avez de plus en plus de dossiers relatif à des bébés secoués. Donc on ne rappellera jamais assez qu'un enfant ne se secoue pas, même lorsqu'on est très énervé, parce que les lésions peuvent être graves. Des enfants qui arrivent avec des traces de fractures, même anciennes, enfin, des vraies calamités. Quel est votre rôle dans ces dossiers-là? Est-ce que vous demandez des expertises? Alors là, bien sûr, le juge des enfants place immédiatement en pouponnière. Vous intervenez sur le long terme après? Qu'est-ce que vous demandez? Alors, bon, il est vrai que depuis 4-5 ans, hein, nous sommes régulièrement et de plus en plus désignés pour des enfants très très jeunes, hein, des enfants de 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec des fractures anciennes, hein, des côtes cassées, plusieurs côtes cassées, morsures sur le visage. Donc, nous intervenons bien sûr en partenariat avec
les référents du placement, hein, à savoir le conseil général et les personnes, l'équipe de la pouponnière. Donc, eh bien, nous, dans ces dossiers-là, c'est vrai que c'est un travail qui est dans la durée, hein, puisqu'il y a l'accompagnement, enfin le travail en partenariat qui est fait avec les différents partenaires tout au long de la procédure. Mais ensuite, nous, ce que nous demandons, c'est une expertise de l'enfant et un renvoi sur intérêt civil pour, dans le temps, hein, peut-être dans les 2 ans, dans les 3 ans ou vers les 6 ans, de demander une expertise pour voir quelles sont les conséquences de cet enfant, de l'acte des maltraitances qu'il a subies. Et donc, ce sont des situations que nous allons garder jusqu'à la majorité de l'enfant. Parce qu'il peut y avoir différentes temps de renvoi sur intérêt civil et différentes expertises jusqu'à la majorité de l'enfant pour savoir quand l'état de l'enfant sera consolidé. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications claires. Cette émission touche à sa fin. Merci surtout pour votre engagement, sans lequel les enfants auraient du mal à faire porter leurs paroles en justice. Vous avez tous, un devoir de signalement si vous soupçonnez ou que vous constatez des maltraitances sur enfants. Il suffit de téléphoner au numéro 119 ou au numéro 17 ou même de faire une dénonce auprès du parquet ou du juge des enfants. J'aurai pour ma part le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro d'À votre avis maître. À très bientôt.